Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du jeu City of Kings, un jeu de City of Games, un jeu issu du Kickstarter, de la plateforme Kickstarter, et un jeu, ma foi, pas assez original dans son principe. Alors tout de suite on va dire que c'est pas un jeu d'aventure, hein, si vous cherchez un jeu d'aventure, ce n'est pas un jeu d'aventure, c'est un jeu plutôt tactique, qui mêle la gestion de ressources, et donc une partie exploration un petit peu, une partie aventure un petit peu, mais c'est pas là le principal, c'est vraiment un jeu très tactique. Il y a beaucoup de composants, ça peut faire peur, mais finalement c'est pas un jeu très complexe. Je rassure tout de suite les gens, c'est relativement simple, une fois qu'on comprend le tour de jeu et différentes mécaniques, ça va tout seul et il n'y a pas trop de questions à se poser. Alors, on va d'abord faire le tour du propriétaire. On va commencer par présenter un peu le contexte. Le contexte et le pitch du jeu, c'est que notre monde, on a été dans un monde qui était verdoyant, qui était bien, et Vesh est arrivé, le grand méchant, et a tout ruiné, a tout saccagé, a emmené la guerre un peu partout. Et on se retrouve avec la dernière cité qui tient encore debout, qui est la Cité des Rois, qui est représentée par ce petit encart ici. Donc la Cité des Rois se trouve même représentée par ce lieu ici. City of Kings, c'est ici. Et c'est ici que vont partir nos héros. Car même si ce n'est pas un jeu d'aventure, on va effectivement diriger les héros. Et ces héros, ils sont représentés non seulement sur le plateau, donc je vais peut-être pouvoir zoomer dessus un petit peu, ou les faire voir d'ailleurs de plus près. Donc ici, on a Tralir, qui est un nain. Donc le jeu de base est avec des standees, et dans le dernier KS, ils ont fait une extension, ils ont fait des petites figurines en plus. Elles sont relativement sympas, c'est pas folichon, c'est pas de la grande figurine, mais c'est pas mal. Donc Tralir, le nain, et enfin Viliria, qui se retrouve ici avec deux épées. Donc nos personnages sont représentés sur le plateau par ces deux figurines. Et également, on va avoir pour chaque personnage une feuille de personnage, comme dans un jeu de rôle, en gros. Donc c'est ce qui va permettre de donner un côté aventure au jeu. C'est un peu ce côté personnage, et on va voir qu'on va pouvoir faire évoluer nos personnages. Chaque fiche de personnage va avoir un ensemble de skills disponible, un arbre de compétences en fait, donc qui va être divisé en 3 tiers, le premier tiers, le deuxième tiers et le troisième tiers, avec les compétences sur les côtés. Ici on aura un emplacement pour tout ce qui est équipement, donc on peut avoir un équipement au niveau des jambes, du corps, de la tête et des bras, pour chaque personnage. Sachant qu'en début de partie, on ne peut équiper ce personnage qu'au niveau des jambes et du corps, et que pour équiper la tête ou les bras, il va falloir avancer un certain niveau d'attributs à notre personnage. Donc ça c'est pour l'équipement, ici les compétences. En bas à droite, en fait c'est la partie mécanique du jeu. Ça va être une mécanique de placement d'ouvriers. À savoir qu'en fait, ça va pas être des ouvriers, mais des actions que l'on va poser. Ici, j'ai 4 actions de base, et je peux en récolter une 5e potentiellement. Donc chaque personnage a 4 actions disponibles, et on va pouvoir placer à différents endroits. Quand on fait une action, on décide quelle action on fait, on place le marqueur, et on fait l'action. Donc ici, c'est réservé aux actions. Donc on voit qu'on a des actions pour Viliria, mon personnage, mais on a également des actions pour Worker 1, Worker 2, et oui, on a des gens, des gens qui nous aident dans notre périple, et ces gens sont représentés sur le plateau par des petites charrettes. Donc il y a la première qui est ici, et la deuxième qui se trouve ici qu'il faut débloquer. Et qui débloque effectivement une 5e action aussi. Et ces workers, on va dire les travailleurs ou les ouvriers, on va pouvoir leur assigner des tâches, et ils vont pouvoir partir également sur le plateau, comme nos personnages, pour effectuer des actions, qui ne seront pas forcément les mêmes que les actions de nos héros.
Donc on se retrouve avec ces deux personnages, leurs travailleurs, ou leurs compagnons, on va dire, qui vont pouvoir faire des actions. Donc on a une mécanique d'action par un placement de petits tokens. Sur la fiche de personnage, en haut, on a les attributs. Donc on va avoir des attributs sur cette partie-là supérieure pour le héros. On va retrouver le niveau de vie, les points de vie, donc les points de vie max, et en dessous les points de vie en cours, qui sont signalés par un petit curseur rouge. Je vais zoomer légèrement dessus pour que vous puissiez voir quand même. Donc voilà, ici c'est le niveau max de vie, le niveau en cours. Donc évidemment, le niveau en cours ne peut pas dépasser le niveau max. Ici, on a le niveau d'attaque. 1, 2, 3, 4, 5, ça va jusqu'ici. Hein. Pareil pour la vie, ça va jusqu'ici. Le niveau de guérison, donc on peut guérir quelqu'un, faire des soins, et on a le niveau. Ici, en attribut secondaire, on retrouve la distance à laquelle on peut attaquer. Ici, on trouve la distance de déplacement, donc qui est sur 2 au début de la partie. Ici, la chance. La chance, c'est... je vais dézoomer un petit peu. La chance, ça va être un moyen de modifier les soins et l'attaque. De façon aléatoire, un petit peu. Ici, le déplacement. Donc ici, après, juste en dessous, on va avoir tout ce qui concerne nos travailleurs, nos ouvriers. Je vais les appeler ouvriers, ce sera plus simple. Donc le déplacement pour les ouvriers, le fait de miner ou de récolter, et le fait de fouiller, scavenge. Donc les ouvriers partent avec un niveau de 1 dans chacune des catégories. Ce que vous voyez ici, normalement, j'ai un petit template, un petit encadrement pour mettre les pions pour pas qu'ils bougent. C'est dans la version Deluxe du Kickstarter, sinon il n'y en a pas. On a la fiche de personnage avec le recto qui contient ces informations-là, et au verso, un dessin du personnage avec un résumé de son background. Donc voilà nos fiches de personnage, comment les constituer. Ici on retrouve un résumé du tour et un résumé du tour de joueur. Voilà pour les composants qui concernent nos personnages. Ensuite, nous allons avoir donc le cadre qui est défini ici par la Cité des Rois, avec en dessous le niveau d'expérience. Donc c'est le niveau d'expérience du groupe. Ça veut dire que quand on va gagner de l'expérience, suite à des combats, suite à d'autres choses, on va faire avancer le curseur. Et ce curseur, ici, parfois il va passer, donc ça va le numéroter. Il y a des niveaux qui sont indiqués aussi au-dessus. Et parfois on va passer sur des zones qui sont avec un cube vert, ou parfois avec un disque jaune. Et parfois les deux, cube vert et disque jaune. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que quand j'atteins ou quand je dépasse ce genre de position, mes personnages, quand c'est un cube vert, vont pouvoir augmenter un attribut du héros ou des travailleurs de 1 niveau. Donc ça veut dire que potentiellement, je pourrais augmenter ma vie maximum, augmenter le scavenge des ouvriers ou la récolte. Je pourrais déplacer mon mouvement, mon niveau de soin, mon niveau d'attaque. Voilà à quoi sert l'expérience qui se trouve en bas. Quand c'est un disque jaune, ça me permet de placer un disque jaune au niveau de l'arbre de compétences. Alors l'arbre de compétences, comment ça fonctionne? On est obligé de partir de la base de l'arbre de compétences, et je ne sais pas si on le voit, mais c'est relié par des petits traits entre les cases. Et donc, une fois que j'aurai commencé à positionner des petits cercles, on va avoir des petits cercles comme ça, de couleur, hein. Donc soit jaune selon la couleur du personnage, évidemment. Hein, on a 4 couleurs différentes, on peut aller jusqu'à 4. Ou 5, je ne sais plus, non, 4. Eh bien, on va positionner comme ainsi. Dès qu'on gagnera un disque, on le positionnera. Une fois qu'on l'aura positionné, le disque suivant partira de celui qui existe. Donc je pourrais en mettre un ici après, ou ici, ou sur le skill qui se trouve juste ici. Et à ce moment-là, ça veut dire que j'aurai récupéré cette compétence-là. En plus de l'augmentation d'une caractéristique éventuelle sur le set du milieu. Donc si je me mets ici, je vais augmenter de 1 mon cube en distance de combat. Si j'ai un rond qui se met ici, je vais gagner 1 en vie maximum. Donc on a une partie évolution de personnage au niveau caractéristique et compétences. Et en plus de nos ouvriers. Donc effectivement, on a vu qu'il y a des choses qui se débloquaient. Quand on va atteindre 8
en Vmax ou 5 en attaque ou 5 en heal, on va débloquer les équipements qui sont liés à la tête. Donc on pourra acheter les équipements qui sont liés à la tête. Pour information, tous les équipements dans le jeu sont payants. Il n'y a aucun équipement gratuit. Dès qu'on gagne un équipement, en fait, il va se retrouver sur le marché, donc disponible à l'achat. Mais en aucun cas, on gagne directement un équipement. Donc parfois, il y a des quêtes qui vont vous amener à gagner des équipements, mais ça veut dire que ces équipements, on va les piocher, on va les mettre à disposition sur le marché, et on pourra les acheter contre des ressources. Donc j'ai dit qu'on pouvait débloquer la tête avec le niveau 8 en vie max, 5 en attaque ou en soins. Et le niveau suivant qui est les arms, il se trouve où d'ailleurs je le vois. Ah si, il se trouve au niveau 10 en vie max, ou à 7 en attaque et 7 en soins. Donc voilà ce qu'on va avoir. Au niveau des ouvriers, à quoi ils vont nous servir? Justement, à collecter des ressources. Les ressources, on en dénombre, combien on en dénombre? Une, je vais vous les montrer en plateau, un des plateaux disponibles. Donc les ressources, on a du poisson. Donc ce sont les ressources en bois, uniquement dans la version de luxe. Les ressources poissons de la version du jeu de base, ils sont sympas quand même, c'est des petits tokens très sympas comme ça. On a donc du poisson, on a du minerai, du lin. Alors le lin en jeton, il est représenté par du lin travaillé déjà, en tissu. Et là, c'est de la matière brute. Du bois. Et on va avoir ce qu'on appelle du build, ou non, pas du build, des morceaux d'équipement. À quoi vont nous servir les morceaux d'équipement? Contre 3, quand on se trouve dans la cité des rois, contre 3 morceaux d'équipement, on peut avoir une nouvelle carte sur le marché. Et on peut récupérer ces ressources de différentes manières. On va les récupérer sur des tuiles qui vont composer le terrain de jeu. Donc on va passer aux tuiles. Les tuiles, elles viennent en deux sortes. Il y a les tuiles vertes et les tuiles rouges. Ça ne donne pas un niveau de difficulté, mais ça permet d'atteindre des positions différentes dans le jeu. Donc les tuiles, elles viennent comme ça. Certaines vont venir face cachée, d'autres face visible. Et on va pouvoir évidemment les explorer. Donc certaines tuiles vont nous permettre, je vais en trouver une, j'espère rapidement, vont nous permettre de récolter des ressources. Donc par exemple, sur une tuile comme ça, comment c'est indiqué? Ici, on va avoir différentes informations. Le nom de la tuile, ici le type de récolte qu'on peut faire. Ici, ça va être du scavenge uniquement. Et en plus, ici, on va avoir une tuile qui est marquée créature. Ça veut dire qu'une créature, quand on va explorer cette tuile-là, donc si jamais elle était face cachée et qu'on l'explore, on la retourne, on voit ce qu'on obtient, et on voit qu'il y a une créature, et donc il y a une créature qui apparaîtra. Une tuile comme celle-là, où il y a marqué ressources. Donc on a marqué ressources ici, le nom de la tuile, et ici le type de ressources. Donc on voit le petit indicateur pour miner, et le type de ressources qu'on va pouvoir obtenir en faisant l'action de miner ici, de récolter. Est-ce que j'ai autre chose? On a la même chose avec du bois. Et je viens de trouver un lac. On a la même chose pour du poisson, qu'on peut aussi pêcher. On va avoir des tuiles qui vont être particulières, comme les étables. Donc les étables, elles ont la particularité de nous faire un raccourci vers la cité des rois. Donc en fait, on va compter des mouvements, mais on pourra passer de la cité des rois à l'étable et vice-versa. Donc voilà, on va avoir dans le jeu certaines tuiles, et ces tuiles vont être disposées ici, en case ici. Comment est-ce que ça se met en place? Eh bien c'est simple, le jeu, parce qu'on n'a pas obtenu la mécanique directement du jeu, le jeu va pouvoir se jouer selon deux modes. Des modes scénario, un scénario simple avec un objectif. Donc ça peut être par exemple, si je prends une fiche, voilà, j'ai un scénario ici, j'ai un petit pitch. Les textes de scénario ou d'histoire sont assez sympas, hein. Ils sont assez longs. Et à la fin, vous avez l'objectif de la mission. Donc on réalise l'objectif de la mission avant le temps imparti, et on remporte la mission.
À chaque fois, vous avez une mise en place. Donc la mise en place va dépendre du nombre de joueurs, avec les différentes choses à mettre en place. On va le faire directement quand on va faire le mode histoire juste après. Et vous voyez qu'ici, il y a une mise en place du terrain de jeu, avec la couleur des tuiles. Certaines tuiles vont être retournées, parfois on aura des créatures directement dessus, et ainsi de suite. Et évidemment, le point de départ des héros. Donc, dans notre cas, on va faire une mise en place pour l'histoire. On va dérouler l'histoire numéro 2. Et vous voyez que les histoires, ce ne sont pas un scénario à chaque fois, c'est une suite de scénarios avec une mise en place de départ. On va avoir un setup, si je le retrouve, voilà, story 2. On va avoir un setup, une carte de setup, donc on va faire la mise en place de l'histoire. Et ensuite, les scénarios, il n'y aura pas de setup à nouveau. Ça va suivre, il y aura une histoire, des objectifs à chaque chapitre de l'histoire. Mais le setup de départ sera placé une fois pour toutes, et après, le jeu continuera sur la position existante. On ne refait pas un setup à chaque fois. Quand on fait cette mise en place, il y a différentes choses. Ici, vous allez voir les cartes disponibles au niveau du temple. Alors, à quoi ça sert ces cartes-là? Ce sont des tiers qu'on va pouvoir ajouter dans l'arborescence de compétences de nos personnages. En tier 2 et en tier 3, ou pourquoi pas en tier 1. Vous voyez que ça va pouvoir se mettre comme ça, et continuer en fait à faire l'arborescence, et on va pouvoir relier les différentes choses avec des compétences qui vont venir en plus. Donc il y en a 4 au choix au début du jeu. Comment est-ce qu'on récupère une de ces cartes? Ben, c'est simple, dès qu'on atteint la rangée du haut d'un tiers, on place la carte d'une rangée d'ici en la prenant du temple. Donc le choix qu'on a ici, il est de 4 cartes au départ, mais on peut ajouter des choix avec différentes tuiles, selon les tuiles sur lesquelles on tombera. L'autre chose, c'est le marché. Donc le marché, on a le tas de cartes équipements qui se trouve ici. Il se remplira si on a des récompenses de type équipement, ou si on trouve des magasins sur les tuiles qui se trouvent ici. Quand on révèle un magasin, on ajoute 3 cartes au marché. Donc on ajoute 3 cartes au marché, hein, ça ne veut pas dire qu'on peut acheter directement, mais on pourra le faire avec une action. Donc ce qui est présent au magasin, on peut l'acheter soit sur un magasin qui est présent sur la carte, soit dans la Cité des Rois. Et enfin, on a les cartes quêtes qui sont ici, avec le Quest Hub. Certaines quêtes sont de groupe, donc ça veut dire qu'elles seront réalisables par n'importe quel personnage. Certaines quêtes sont individuelles, elles sont associées au personnage qui les a trouvées, et lui seul pourra les réaliser. Donc les quêtes, elles vont être de différents types, ça peut être de l'escorte, ça peut être de la récolte, ça peut être de la construction, différents types de quêtes qui vont nous permettre d'avoir de l'expérience et des ressources, et des récompenses. Ensuite, ici on a un petit tas de cartes qui va nous servir que dans certains cas, qui vont nous permettre de faire des déplacements aléatoires, dans le cas où on a des réactions d'ennemis ou des effets qui arrivent et qui vont demander de faire un déplacement particulier à nos personnages. Donc ici, vous voyez qu'on a un point central souvent, ça va être la position du personnage ou de la cible, et 4 chemins possibles, et on commencera par le 1, par le 2, par le 3. Dès qu'il y en a un qui sera valable, on le fera. Bon, on y reviendra si on a cet effet un effet qui fait appel à ces cartes-là. Ensuite, sur la Cité des Rois, donc on a vu qu'il y avait l'expérience, il y a aussi 2 niveaux, 2 indicateurs. L'indicateur d'espoir, qui commence souvent à 2, enfin ça dépend du nombre de joueurs, et l'indicateur de morale. L'indicateur d'espoir, ça va être un peu notre timer. Donc le jeu va nous mettre la pression au niveau du timer. Cet indicateur, il va descendre de 1 niveau à chaque fois que mon horloge elle va faire un tour. Donc dès qu'on arrive à minuit, mon niveau d'espoir descend de 1. Donc vous voyez que si je commence une partie à 2, potentiellement, je fais deux fois le tour et je termine la partie. Certaines récompenses nous permettent de remonter le niveau d'espoir à ce niveau-là. En bas aussi, donc quand il arrive à 0, si notre marqueur arrive à 0, on perd la partie. Ensuite, on a le moral. Le moral, c'est pareil, s'il arrive à 0, on perd la partie. On perd un niveau de morale dès qu'un héros est mis KO. Ça veut dire qu'il passe à 0 ou moins de points de vie. Il retourne à la Cité des Dieux pour se faire soigner, il revient à son maximum de points de vie, mais on perd un niveau de morale. Donc on peut le perdre 1, 2 fois. La 3e fois qu'on perd un héros, potentiellement, si on n'a pas remonté notre niveau de morale,
on perd la partie aussi. Voilà pour ça. Ensuite, on mettra les tuiles en fonction du setup. Donc ici, comme on l'a vu, il y a l'horloge du temps qui va dénoter le passage du temps. Les indicateurs dessus, ce sont des indicateurs de tokens d'effet. On a du poison, du givre et du feu. Ça veut dire que quand notre flèche arrive sur un marqueur de type froid, s'il y a des marqueurs sur la carte de type froid, ceux qui sont des marqueurs de type froid faibles vont disparaître, ceux qui sont forts vont devenir faibles, et ainsi de suite. Pareil pour le feu, pareil pour le poison. La particularité de celui-là, outre le fait qu'il fasse descendre l'espoir, donc le niveau de hope, de 1, on va retirer des marqueurs d'attention. Les marqueurs d'attention, c'est quoi? C'est des marqueurs qu'on va récupérer quand on va, avec nos ouvriers, faire des actions sur les mines ou sur les endroits où on peut récolter. Et parfois, on va faire peut-être trop de bruit, on va attirer trop l'attention, on va mettre des marqueurs d'attention. Dès qu'il y aura 4 marqueurs quelque part, sur une tuile, ça attire une créature, on fait apparaître la créature sur la tuile en question. Quand arrive minuit, toutes les tuiles sur lesquelles il y a au moins un marqueur d'attention, on retire un marqueur d'attention de ces tuiles-là. Donc c'est-à-dire que s'il n'y en avait qu'une, il n'y en a plus après. S'il y en avait 2, on en retire une. Donc c'est notre timer qui va faire notre niveau de hope et qui va faire changer l'état des différents feux, niveaux de poison et ainsi de suite. The Old Barn ici, c'est là où on va stocker nos ressources récoltées. Chaque ouvrier a une petite zone ici pour stocker des ressources, il peut en stocker jusqu'à 6. Donc 6 de n'importe quel type de ressources. Une fois qu'il a passé à 6, soit s'il en récolte d'autres, soit il va se défausser, soit il va rentrer à la Cité des Rois pour aller stocker ses ressources. Donc pour pouvoir cumuler les ressources au-delà de 6, on va rentrer à la Cité des Rois, et une fois qu'on y arrive, automatiquement, on charge ça dans les greniers et autres stocks entrepôts de la Cité des Rois, et ça sera stocké ici. Quand les héros achèteront des cartes équipement, je vais vous faire voir une carte équipement au hasard, ici, on a le coût de la carte équipement, donc ici, ce sera 2 ressources de bois, et qui nous feront gagner, là c'est sur le body, sur le corps, qui nous feront gagner 2 niveaux de vie max sur notre personnage. Les 2 ressources qu'on va utiliser doivent se trouver dans The Old Barn, donc dans le stockage de la Cité des Rois. Donc ça veut dire que les ouvriers ont dû déjà rapporter des matières dans la cité. Que dire d'autre? Les ennemis, parce qu'on va rencontrer des ennemis en chemin, et parfois il faudra qu'on combatte, ça va être le but d'un scénario. Ils sont... c'est peut-être le point qui fâche sur le jeu pour certaines personnes, ils ne sont pas thématiques. À savoir que quand on fait apparaître une créature, on prend parmi ces cases-là, qui sont toutes identiques à part le dessin, mais sinon l'information qu'il y a dessus elle est identique, on prend une de ces tuiles, on va dire tiens c'est ça qui représente le monstre que je rencontre, voilà on va prendre ça par exemple. On va prendre un marqueur, il n'y a pas de dessin de créature dessus, mais c'est ce qui va représenter la créature sur une des tuiles, par exemple. Et on va prendre la créature du niveau suivant. Ça veut dire quoi du niveau suivant? La barre de compétences de la créature, elles sont ici. Donc ça c'est les barres de créature pour 2 joueurs. On a des barres de créature pour 3 joueurs et 4 joueurs. Elles sont triées dans l'ordre, vous voyez que j'ai la 1, la 2, la 3 et ainsi de suite, jusqu'à 30 je crois. Et donc la première créature qui arrivera, ce sera la première, la 1. En fonction des scénarios, parfois sur le setup, on va voir que la première barre de créature sera la 2 ou la 3 et ainsi de suite. Si je prends un cas par défaut, ce sera la première. La première, ça veut dire que la première créature qu'on rencontrera sera toujours la même dans un scénario donné. On la prendra, on la retournera, et on la mettra en dessous de cette barre-là. Au-dessus, on va marquer le nombre de points de vie, donc qui est indiqué ici. Ici, ce sont les compétences spéciales de la créature. C'est ce qui va différencier une créature, parce que ici, sinon on n'avait pas de distinction. La créature va être distinguée par ses attributs spécifiques. Et les attributs spécifiques, ils vont venir en 3 niveaux. Facile, moyen
et difficile. Donc si sur ma petite barre ici, de monstre, j'ai un petit point vert, ça veut dire que je prends une compétence de type facile. Si j'ai un triangle, je prends une compétence de type moyen. Si j'ai un carré rouge, une compétence de type difficile. Si j'ai deux carrés rouges, ce sera deux compétences de type difficile. Si j'ai un rond vert, un carré rouge, une facile et une difficile, vous voyez, ça peut être des combinaisons. En plus de ça, sur certaines tuiles où apparaissent les monstres, il peut y avoir un bonus de capacité pour le monstre. Ça veut dire que si sur la tuile, je ne sais pas si j'en ai trouvé une ici, si évidemment je peux en voir une tout de suite, voilà, j'en ai trouvé une. Si sur la tuile il y a un petit rond vert comme ça veut dire que la créature qui va arriver dessus, en plus de ce qui est marqué sur la barre, elle va gagner une capacité facile. Donc, là dans notre cas, on a une capacité facile, j'attire au hasard, et c'est ce qui va faire le sel du jeu un petit peu. Là on a Eerie Hall, donc là c'est une étoile, c'est une capacité spéciale, donc qui n'est ni d'attaque ni de défense, mais qui vient ensuite. On la place quelque part, on peut la mettre ici. Moi je mets ici tout ce qui est spécial, tout ce qui est attaque et défense, je le mets de ce côté-là. Donc avec un petit cube rouge, on va placer son nombre de points de vie, c'est indiqué ici 3, donc on le place sur 3. Vous voyez qu'on peut aller très haut. Hein. On a sa capacité spéciale, on a son petit marqueur qui se trouvera sur la tuile en question. Hein. Par exemple, si je fais si je trouve une tuile avec une créature, ce sera bien. Voilà. Admettons qu'on ait fait une exploration là-dessus. On va placer ça ici. Après la barre de compétences, donc on aura pour chaque monstre. La petite croix ici, c'est que à chaque fois qu'elle va s'activer, la créature elle va se soigner de 1. Quand elle va attaquer, elle va faire une attaque, donc elle va choisir une cible prioritaire, elle lui fera 1 de dégâts. Ensuite, toutes les cibles à portée vont prendre 1 de dégâts, donc la cible prioritaire est généralement concernée, c'est-à-dire qu'elle se prend les deux. La distance jusqu'à laquelle on va chercher la cible prioritaire. Et enfin, quand on va réussir à détruire la créature, le nombre de points de compétence qu'on gagne 2. Donc on avancera de 2 le marqueur sur les points d'XP. Donc vous voyez que les créatures se résument à ça. Un marqueur, donc très anonyme, et un petit tableau avec une barre de compétences, des points de vie, le dessin, et ce qui va venir changer à chaque fois la créature et faire varier les plaisirs, les points de compétences. La créature va être placée à côté du joueur qui l'a fait apparaître, qui l'a créé. Pourquoi? Alors ça ne veut pas dire que la créature attaque ce joueur-là, ça veut dire qu'elle s'insère dans le tour de jeu au début du tour du joueur qui l'a fait apparaître. Donc si par exemple c'est Viliria qui a fait apparaître la créature en explorant, ou à l'un de ses ouvriers, on mettra la créature à côté de Viliria, et vous allez voir que dans le tour de jeu, quand ce sera au tour de Viliria, on commence par activer sa créature avant de faire son tour de jeu. Donc on saura positionner, on verra le timing, à quel moment cette créature s'activera. C'est très important, et c'est là où on arrive sur la partie tactique du jeu, c'est que un des gros points forts du jeu au niveau tactique, c'est ça, c'est réussir à savoir, à observer ses capacités, ses points de vie, sa façon d'attaquer, sa distance, et faire agir tous nos personnages en fonction de ça, parce qu'on va savoir à quel moment ça va arriver. Il faut que l'ensemble des actions soient bien coordonnées pour réussir à attaquer correctement et à minimiser les dégâts. Il n'est pas rare de se mettre hors de portée uniquement pour que la créature rate son coup, quitte à patienter pour se positionner et faire une bonne attaque. Ce qui n'est pas tout le temps chose facile. Donc voilà pour les créatures de jeu. Donc vous voyez que les créatures, ça reste assez... Comment dire? Donc il y a une partie prévisible, parce qu'on sait qu'on va être sur les... on va connaître les premières barres de créatures. Alors, je vais vous faire voir aussi une autre fonctionnalité. C'est qu'ici, vous voyez que la créature de niveau 2, donc c'est la deuxième qui apparaîtra, en principe, elle aura 2 compétences faciles, et elle va avoir ce petit icône en plus qu'on n'a pas vu pour l'instant, le reflect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez lui faire 1 dégât ou plus,
elle va vous en faire 2 dans la tête, à celui qui a fait des dégâts, même s'il est plus à portée. Même si c'est au-delà de sa portée. Si vous êtes à 3 de portée et que vous l'attaquez, vous prendrez quand même 2 de dégâts, quelle que soit sa portée à elle. Et vous allez avoir des créatures qui ont, je pense que c'est la 3e, peut-être pas, 4e, voilà, qui ont de la défense. Donc celle-là, elle a 3 capacités, simples, enfin faciles, et elle a 1 point de défense. Ça veut dire que si vous lui faites 2 dégâts, vous lui ferez réellement qu'un seul dégât. Et celle-là, elle a 7 points de vie, 3 en distance, 2 en attaque et 1 pour attaquer tout le monde. Donc si tous les héros sont à portée d'une attaque, ils vont tous se prendre 1 point de dégâts. Donc voilà pour ce qui est des créatures qu'on va rencontrer. Donc il n'y aura pas de stand spécial, de dessin spécifique pour une créature, il faudra tout faire sur l'imagination. Ce qui n'est pas forcément un mal, hein, de nos jours, ça peut être bien aussi de s'imaginer les créatures. Ça peut casser un peu l'immersion pour ceux qui cherchent un jeu d'aventure, mais quand on sait que c'est un jeu tactique, finalement, ça ne dérange pas du tout et c'est pas très grave. On se concentre sur le fait de savoir que c'est une créature avec tel genre d'aptitude et ça suffit pour le jeu. Donc ça, c'est les créatures qu'on va rencontrer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on fait sur le jeu. Ah oui, alors, comment ça se passe? On va faire le tour de jeu peut-être et les actions possibles. Donc les actions possibles pour les héros, c'est le déplacement. Donc le déplacement, mon héros, je vais mettre quelques tuiles histoire de dire que je peux me déplacer quand même. Je fais un setup rapide qui n'est pas forcément bon. Hein. Enfin, quoique pour eux, il serait pas bon. Voilà, on va dire comme ça. Donc au début, la mise en place, l'endroit où démarrent les personnages et les travailleurs est signalé par le scénario. Admettons qu'on commence sur la Cité des Rois, et qu'on ait même une créature ici, c'est pas grave. La créature ne peut pas cibler déjà la Cité des Rois. Donc elle ne peut pas prendre la tuile Cité des Rois comme cible si les héros sont dessus ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'on est intouchable dans la Cité des Rois. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Hein. Donc le héros peut, si je suis ce qui a marqué ici, je ne sais pas si vous voyez bien ou s'il y a trop de lumière, on peut se déplacer. La première action, c'est se déplacer. Donc le héros peut se déplacer du nombre de tuiles qui correspond à sa valeur de mouvement, qui est par exemple au début de partie de 2. Donc je peux faire 1, 2, 1, 2, 1, 2. On se déplace uniquement de façon orthogonale, donc verticale ou horizontale, du nombre de cases qu'on veut. On peut faire moins que ce qui est prévu. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est faire 1, 2. Je ne peux pas me déplacer sur 2 tuiles inexplorées dans le même mouvement. Je peux faire, potentiellement, je pourrais faire ça, si ça existait. Je pourrais faire 1, 2, ou 1, 2, parce que là, je passe sur une tuile inexplorée et après sur une tuile explorée. Je ne peux pas faire 2 tuiles inexplorées à la suite. Idem quand on va avoir des effets des monstres, ça indique que si on arrive sur une deuxième tuile inexplorée, on s'arrête sur la première. Donc ça, c'est le déplacement. Je peux me déplacer. Donc évidemment, si j'augmente ma capacité de déplacement, je vais pouvoir bouger plus loin. Exploration. L'exploration, c'est simple. Vous vous trouvez sur une zone inexplorée. Vous faites exploration. On retourne la tuile. On regarde ce qu'il y a dessus. Si jamais... Alors, pour les tuiles, il y a un petit livret de référence rapide. Pour les tuiles et pour les effets des monstres, surtout, parce que on ne va pas tous les retenir et c'est assez utile. C'est pas qu'ils soient compliqués, mais il y en a plusieurs. Donc sur les tuiles, en fonction des tuiles que vous allez retourner, ça aura un effet. Par exemple, les tuiles avec une quête, on piochera une carte quête. Les tuiles avec un magasin, on mettra des équipements dans le magasin. Les tuiles avec une créature, on fera apparaître une créature. Et ça, c'est pour le héros. Si j'arrive sur une tuile quête avec un ouvrier, et que l'ouvrier l'explore, on ne va pas piocher de quête à ce moment-là. Donc ça, c'est pour l'exploration. L'exploration, on retourne une tuile et on voit ce qui se passe. L'attaque et le soin, c'est les deux mêmes actions. Donc vous voyez qu'on est limité en actions. J'ai une action de déplacement uniquement. J'ai qu'un rond ici. Je ne sais pas si on le voit vraiment bien. Je vais essayer de régler ça.
Donc ici, on a... Ah oui, si, peut-être qu'on le voit un petit peu... Ah, si vous le voyez bien, je pense. Je refais des réglages de caméra en live, c'est superbe. Là aussi, je pense que c'est bon. J'avais peur qu'on voit mal avec l'éclairage, mais bon, ça va. Donc on reprend. Ici, l'action de mouvement, on a qu'un seul emplacement. D'accord ? Je peux faire qu'un seul mouvement avec mon héros dans son tour. Je peux faire 2 actions d'exploration. Je peux faire 2 actions qui sont attaque ou soin. Donc l'attaque, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Il faut que vous soyez à distance de la cible. Donc votre distance est un des attributs que vous avez. On commence à 1. Et vous allez faire, en termes de dégâts, vous allez faire ce que vous avez comme valeur d'attaque. Donc ça veut dire si vous avez 1 en attaque, vous allez faire 1 point de dégâts. Si jamais il a un bouclier de valeur 1, vous faites 0 en dégâts. Donc c'est le niveau d'attaque qui va donner vos points de dégâts. Le soin, c'est pareil, c'est votre niveau de soin qui va donner le nombre de points de vie que vous récupérez. Donc soit vous, soit un allié à portée. Special. Donc le special, ça va permettre d'activer certaines compétences qui sont débloquées. Certaines compétences ont un mot-clé dessus, on va y revenir après. Interact, donc l'interaction, ça va être pour, sur une tuile avec marqué quête, piocher une quête. Sur une tuile avec un magasin ou dans la Cité des Rois, faire une action d'achat. Ça, c'est pour les actions des héros. Ensuite, vous avez les actions des travailleurs ou des ouvriers, qui sont le déplacement aussi, et qui vont dépendre de l'attribut déplacement des ouvriers. L'exploration, qui sera comme pour celle des héros, mais les tuiles parfois ne vont pas se déclencher de la même façon. Par exemple, la quête, on ne va pas tirer de carte quête à ce moment-là. En cas de créature, la créature va emprisonner le travailleur, il ne pourra plus faire d'autres actions, une fois que la créature sera révélée. Et enfin, work, ça va permettre de miner, de récolter, ou de faire des actions qui permettent de récupérer des ressources sur le terrain. Ou de construire aussi. On a certaines tuiles qui permettent de construire des niveaux de bâtiments, avec les ressources nécessaires indiquées sur la tuile, et l'action de work permettra de le faire. Donc pour les ouvriers, on a 2 actions de chaque type. Et pour l'ouvrier 2, on a la même chose. Donc voilà pour les actions du jeu. Au niveau du tour de jeu maintenant, comment ça se passe ? La première chose qu'on fait quand on fait un tour de jeu, on vérifie si on résout l'histoire. En fait, on vérifie si la quête en cours, si l'objectif en cours est atteint. Donc si je prends... Alors, on va prendre Story 2, chapitre 1. Il y a tout le texte qui explique le pourquoi du comment. Donc ça fait suite à l'histoire numéro 1 où on a en fait mis en déroute Ekia, un orc, un chef orc. Une chef Tenno-orc d'ailleurs. Eh bien, ça nous donne l'objectif à faire. Au début du tour, on vérifie si l'objectif est rempli. S'il est rempli, vous voyez qu'on a une récompense, là ce sera une augmentation de compétences, d'attributs. Et on passera au suivant, au chapitre 2, qui aura un nouvel objectif. Donc parfois, vous voyez qu'entre chapitres, on peut avoir un setup qui vous indique tout le monde va à un tel endroit où il y a quelque chose qui se passe dans la mise en place. Ou on peut faire apparaître un boss aussi, par exemple. Donc ça, c'est la vérification de l'histoire. On vérifie l'objectif en cours s'il est atteint. S'il est atteint, on fait avancer le chapitre. Ensuite, on avance le timer. Donc même dès le tour 1, on avance ça ici, et on résout l'effet s'il y a besoin de résoudre un effet. Évidemment, si on est ici et qu'on n'a plus d'espoir, c'est-à-dire qu'on était en niveau 1 et qu'on bascule à ce niveau-là, c'est terminé. Et c'est pour ça qu'on résout l'histoire juste avant, c'est que potentiellement vous pourriez très bien terminer l'objectif ou résoudre l'histoire juste avant d'arriver là-dessus, donc au dernier moment. Donc on avance le timer, on a vu. Ensuite, on fait les tours des joueurs. Donc chaque joueur, toujours le premier et le deuxième, ce sera toujours dans le même ordre, vont faire leurs actions. Les actions du tour de joueur, c'est quoi? C'est que la première chose qu'on fait, c'est qu'on résout tout ce qui est effet permanent. Donc le feu, le poison qui serait présent sur le plateau, ou qu'on aurait sur notre personnage.
Le poison se met sur nos personnages, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un jeton poison qui est mis sur une tuile où se trouve un de nos personnages, bah finalement, le jeton poison vient sur notre fiche de personnage. Au début de notre tour, on prend les dégâts qui sont liés au jeton de poison. Donc chaque jeton vient en double face, un côté fort, un côté faible. Le côté fort fait 2 points de dégâts, le côté faible fait 1 point de dégâts. Donc on a le poison, on a le feu, pareil, qui fait les mêmes dégâts. Et on a également... Alors la différence c'est que le feu, par contre, on ne garde pas sur notre personnage, il reste sur la tuile où il se trouve. Et on a également la glace. Alors la glace ne fait pas de dégâts, par contre elle nous ralentit. Elle nous ralentit de 1 quand c'est une petite, et de 2 quand c'est un gros morceau. Donc on résout ces effets-là. Ensuite, on active les créatures. Donc les créatures qui sont intercalées dans le tour avec notre personnage, donc les créatures que le personnage a fait spawner, a fait arriver en jeu, vont s'activer à ce moment-là, avant le tour du personnage concerné. On fait l'activation de la créature. Donc la créature, elle fait quoi? Elle fait son attaque principale, elle choisit sa cible. La première chose qu'on fait, c'est qu'on choisit la cible prioritaire de la créature, qui est finalement une détermination très importante dans la façon dont on va jouer la partie. On détermine la cible, on fait l'attaque sur la cible, on fait l'attaque sur toutes les cibles qui correspondent. L'attaque peut être modifiée par des capacités de la créature, donc on a des capacités qui sont liées à l'attaque, des capacités qui sont liées à la défense aussi, et on va voir toutes les capacités spéciales qui vont être déclenchées ensuite. Les capacités, je ne vous ai pas fait voir, mais elles ont des numéros. C'est pas pour faire joli, c'est pas une référence, c'est que ça va être une priorité de la capacité. Donc selon la capacité qui vont être jouées, ça peut avoir des effets différents sur le déroulement aussi du combat, de la partie et de la partie de chasse qu'on fait avec la créature. Et il faudra prendre en compte également quand on voit une créature avec des capacités. Donc on résout l'activation de la créature. Une fois que c'est fait, notre héros, enfin notre personnage, peut utiliser ses 4 actions ou ses 5 actions s'il en a 5, et faire ce qu'on a vu juste avant, les déplacements, déplacer les travailleurs, et ainsi de suite. Voilà comment se déroule un tour de jeu. Une fois que c'est terminé et que les 2 héros ont joué, on revient à la résolution de l'histoire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que on perde ou on gagne l'histoire qui nous arrive. Donc voilà pour les règles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la mise en place, en fin de règle, on va faire la mise en place de l'histoire numéro 2. Alors, attention, si vous pensez que ça vous intéresse, si vous avez peur d'être spoilé pour l'histoire, ce que je vais faire, c'est que on va faire l'histoire, donc je ne vais pas lire en détail ce qui est marqué ici, c'est pas que ça me gênerait, mais ça va vous... Alors, spoiler, c'est un grand mot, parce que c'est pas comme si on révélait des choses incroyables. De toute façon, vous allez être spoilé par les différents événements. Maintenant, si ça vous intéresse, et d'ici vous refaisiez le jeu, il y a pas mal de scénarios, il y a 7 histoires, et plusieurs scénarios de type facile, moyen et... enfin non, normaux, difficiles et très difficiles. Il y a du choix dans les scénarios, donc c'est pas dit que vous allez vous rappeler de l'histoire que je vais faire en vidéo. Donc je vais pas lire le texte, je vais faire un petit résumé rapide de ce qui peut se passer, indiquer l'objectif, et on partira dans le jeu directement. Sachant que l'idée, c'est pas forcément de faire toute l'histoire, ça risque d'être super long. Enfin, un petit peu de long. C'est de vous faire voir un petit peu, et dès que je considérais qu'on a vu des attaques, un peu de récolte de ressources, de l'achat d'équipements et autres, on s'arrêtera et vous ferez bien une opinion par rapport à ça. Mais on va faire le setup de l'histoire, en tout cas. Donc si je prends le setup, je vais vous le faire voir, comme ça en même temps. Donc vous voyez que Story 2, Story 2, Setup, Trackers, donc les différents indicateurs. Pour 2 joueurs, parce que j'ai placé 2 joueurs ici. Hope sur 2, donc là on a bien mis Hope sur 2, hop, ici. L'heure, donc c'est l'heure du début, c'est l'horloge qui nous indique Midnight. Donc Midnight, on commence ici. Le moral, il est à 3, donc on a mis le moral à 3, il n'y a pas de souci. Ensuite les statistiques, donc on commence avec marqué XP3. Alors ça c'est intéressant, ça veut dire qu'on commence en 3 ici, en niveau 2, et qu'on va donc pouvoir, stats 2, augmenter de 2 nos capacités, puisqu'il est marqué stats 2. Par contre, les premières créatures qu'on va rencontrer, c'est de niveau 3. Donc ça veut dire que les 2 premières barres, on les défausse, on les aura pas. Alors pourquoi c'est fait? C'est parce que dans l'aventure 1, que j'ai déjà faite,
on commençait au tout début de chaque valeur. Donc ça veut dire que je vais pouvoir paramétrer mes joueurs pour qu'ils aient deux niveaux de stats supplémentaires. Et enfin le board setup. Donc on va placer les tuiles. Donc qu'est-ce qui est indiqué dans le board setup? Le numéro des tuiles. Sur chaque tuile, vous avez en bas à gauche un petit numéro. Donc parfois il y en a plusieurs qui ont le niveau 1 et ainsi qui ont le numéro 1. Et là on nous demande de placer les tuiles 1, 4 et 5. Donc je vais regrouper les tuiles 1, 4 et 5 vertes et rouges. Et je vais faire ce setup là. Sachant qu'on a deux emplacements qui sont un peu identiques avec la partie précédente, enfin surtout un, c'est la tour du vent du Nord, qui se trouve ici, et la forêt Melion, qui se trouve en bas à droite. Donc on va faire ce placement, et on se retrouve tout de suite. Donc nous voilà de retour, après la mise en place, en suivant la mise en place de l'histoire numéro 2. Alors, on a mis tout comme il fallait, avec la Melion Forest ici, la tour de Vent du Nord qui est ici, donc qui se trouvait ici au scénario précédent, et c'est d'ailleurs ici que vont se trouver nos personnages, donc nos deux héros en début de partie. Les ouvriers, eux, sont dans la Cité des Rois. Et on est au niveau 3, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté le niveau d'attaque de Tralir, ainsi que, et j'ai ajouté également 1 en chance, pour les deux personnages d'ailleurs. Et par contre, j'ai augmenté le niveau de soins de Viliria de 1. Alors, il y a quelque chose que dont j'ai pas parlé pendant les règles, c'est que quand nos ouvriers font des actions pour récolter du bois, par exemple du fer ou quoi que ce soit, ou des ressources, comment ça se passe? On prend leur niveau de gathering, de récolte, en dés. Donc si j'ai en fonction, donc pour le gathering, c'est ces dés là, ce sont des dés bleus. Donc si j'ai 2 en niveau, je vais lancer 2 dés bleus. Si c'est du scavenge, en fonction de mon niveau, si j'ai 2 en scavenge, je lance 2 dés marrons. Et si par exemple, quand mes héros ont 1 en chance, je lance un dé vert en plus, je lance un dé vert. Si j'ai 2 en chance, j'en lance 2 et je prends le meilleur par contre. Mais pour la récolte, admettons que j'obtienne ça et ça fait 3, c'est-à-dire que je récolte 3 de la ressource sur laquelle je me trouve, de la ressource de la tuile sur laquelle je me trouve. Donc si c'est du bois, ce sera 3 bois. Si c'est du minerai, 3 minerais. Si c'est du poisson, 3 poissons, et ainsi de suite. Si jamais j'obtiens ça, c'est un symbole d'attention. Je placerai le symbole d'attention sur la tuile. Donc voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que puisque je vais avoir un dé pour chaque personnage en chance, quand je vais faire une action de soin ou d'attaque, je vais lancer un dé comme ça. Si j'obtiens ça, je vais avoir mon attaque classique. Donc si j'ai 2, j'ai 2. Si j'ai 1, j'ai 1. Si j'obtiens ça, ça sera 1 en plus, avec ma valeur actuelle. Si j'obtiens 50%, ce sera la moitié arrondie au-dessus. Donc si j'ai 2 en attaque, ça me fera 1 en plus. Si j'ai 1 en attaque, ça me fera 1 en plus aussi. Et par contre, si j'obtiens ça, ça me fera 2 points en plus. Donc si j'ai 1 en attaque, 3 points en attaque au final. Si j'ai déjà 2 en attaque, ça me fera 2 en attaque. Idem pour les soins. Ça fonctionnera de la même façon pour les soins. Donc voilà pourquoi j'ai augmenté la chance de 1 pour chacun des personnages. Ça permet de faire varier sans augmenter le niveau d'attaque ou de soins. Ça permet de faire varier quand même et d'avoir un range plus grand au niveau de la possibilité d'avoir des soins ou de l'attaque. Et puis ça, c'est une petite partie de la certitude qui est assez sympa. Alors, cette histoire du chapitre 2, donc effectivement dans l'histoire numéro 1, on terminait en tapant une chieftain orc dans cette tour. Non sans mal, non sans mal. Alors effectivement, entre les histoires, on ne conserve pas les héros, leurs compétences, mais c'est pour ça que les histoires, je pense qu'elles se suivent, et qu'elles vont faire un setup qui va faire que vous allez avoir une configuration de jeu de départ qui ressemble à une fin de partie, enfin pas complètement, parce qu'on était avancé beaucoup plus loin en attributs et en caractéristiques, mais qui permet d'avoir une sorte d'évolution tout en ayant un setup basique du jeu, et de pouvoir continuer à faire une partie classique.
Donc ce chapitre 1, qui est indiqué à la recherche du sanctuaire, donc il y a toute une petite histoire. Donc Viliria, qui s'appelait la Dame Verte, et qui s'appelle maintenant la Reine Grise des Elfes, Gandalf le Gris, donc qui discute avec quelqu'un d'autre. On va dire que ça va être avec Tralir. Donc il arrive, il discute, et notre objectif, donc je vous fais pas le pitch, hein, je vous mets pas dans l'ambiance du tout, je vous le laisse pour si jamais vous voulez jouer au jeu un jour. Mais c'est sympa à lire. Hein. C'est sympa à lire. Donc là, notre objectif pour ce chapitre 1, c'est de voyager jusqu'à la forêt Méliane, donc qui se trouve ici. Donc c'est-à-dire qu'au moins un des personnages principaux, donc un des personnages de l'équipe, donc soit Tralir, soit Viliria, se trouve sur la Méliane Forest au moment où vous faites la partie, le tout début d'un tour, à savoir résoudre l'histoire. Et si c'est le cas, on va récupérer une récompense, donc on va augmenter d'un niveau les stats, et on passera au chapitre 2. Donc voilà notre première recherche. J'ai en train de voir si je peux vous dire quelque chose. Ouais, apparemment c'est pour pouvoir aider les elfes à se soigner là-bas. Voilà, vous avez un tout petit bout de background. Alors, le tour de jeu commence. Je vais vous faire un petit début de tour de jeu, et ensuite je ferai la suite de la partie dans un autre scénario, ou pas d'ailleurs. On va quand même le faire, le tour de jeu. Si vous avez été courageux jusqu'ici pour suivre les explications et le début du tour de jeu, c'est impeccable. Alors, on commence donc, je vais commencer à chaque fois par Tralir, suivi de Viliria. Donc, se déplacer ici, c'est simple, hein, même personnage, mes héros se déplacent de 2. Mais souvent, ce que je fais, c'est que je fais explorer mes workers, comme ça, et je les fais explorer de manière à ce que mes héros ne soient pas directement ciblés ou attaquables par une créature. Donc souvent en diagonale, parce que l'attaque, c'est comme la distance et comme le déplacement, c'est en orthogonale, donc ça peut être que comme ça ou comme ça. Une créature ne peut pas vous attaquer en diagonale. Je vais faire ça. Donc je vais commencer par déplacer, donc je mets mon petit marqueur ici, je déplace mon ouvrier. Je vais le faire aller ici. Et je vais faire une action d'exploration. Hop, et je tombe sur une tuile de ressources. Donc sur la mer calme, Quiet Sea, qui me permet de récupérer du poisson. Et le poisson, ça peut être sympathique parfois. Donc ce que je vais faire, c'est que juste ensuite, je vais faire une action de work pour aller, donc mes ouvriers pour l'instant ils ont que 1 pour récupérer des ressources, donc je lance, hop, oh une piste de dés, je lance mon marqueur et j'obtiens, un marqueur d'attention, donc j'ai rien récupéré, mais par contre j'ai attiré l'attention. Pour l'instant il n'y en a qu'un, c'est pas très grave. Soit. Je vais refaire une deuxième fois pour essayer de récolter encore un peu de ressources, en espérant d'avoir mieux. Ouais, cette fois-ci je récupère 3 ressources de la tuile sur laquelle je me trouve, donc 3 poissons. Donc je vais prendre 3 poissons que je vais placer dans l'emplacement de mon worker, ici. Et pour rappel, je peux en avoir que 6 maximum, avant de devoir rentrer à la Cité des Rois pour déposer mes biens. C'est terminé pour les actions du personnage 1, donc j'ai pas déplacé mon héros du tout, je me suis pas dépêché pour aller à la forêt Méliane. Mais au prochain tour, je le ferai. Alors, pour Viliria, bah c'est pareil, je vais déplacer le worker de Viliria d'une case par ici par contre. Je vais faire une exploration, donc je retourne la tuile. C'est une tuile de ressources également.
Et du coup, je vais le faire travailler. Alors lui, il récupère qu'un minerai. Et si je le fais travailler une deuxième fois, je ne vais pas faire ça, je vais faire déplacer Viliria. Donc Viliria, elle se déplace de 2 normalement. Mais étant donné que je ne peux pas me déplacer sur 2 tuiles inexplorées, elle va se déplacer que d'une case. Donc on va partir comme ça et venir ici. Alors pourquoi je fais ça? C'est qu'à mon prochain tour, je pourrais explorer. Et c'est surtout que l'idée, c'est de ne pas explorer de façon risquée à la fin du tour de nos héros. Pourquoi? Bon, encore là, c'est pas la fin du tour du premier joueur. Mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est la fin du tour du premier joueur d'avoir un ennemi qui est collé à lui. Parce que potentiellement, quoi, on pourrait dire que le deuxième joueur va pouvoir attaquer le premier ennemi. Mais c'est surtout éviter toute attaque presque gratuite de la part d'un monstre qui aurait plopé à la fin d'un tour et qui forcément attaquerait rapidement à la fin au début du tour suivant. Donc mes 2 personnages ont joué. Phase de story, est-ce que j'ai atteint la forêt Miliane? Pas encore. Donc je déplace, l'horloge tourne d'un cran. Il n'y a aucun marqueur de glace sur les tuiles, donc ça bouge pas. Et donc c'est à mon joueur numéro 1 de s'activer. Il n'a pas de marqueur sur lui, il n'y a pas de feu non plus, il n'y a rien qui l'impacte ici. Il n'a pas de créature associée à son personnage, donc il va faire son tour de jeu classique. Donc, je récupère les marqueurs. Hop, pareil ici. Et on va continuer à... Une fois que je trouve du bois, je vais déplacer le worker ici, faire un explore. Donc c'est pareil, j'explore, mais je me trouve à la diagonale de mon héros. Ça veut dire que même si il y a une créature, ce qui n'est pas le cas, ah c'est bien, il y a du bois. Mais s'il y avait une créature, donc elle serait associée ici, elle sera associée sur ce personnage-là, elle ne s'activerait pas avant le prochain tour. Donc ça laisserait le temps à mon personnage... Ah, déjà, je me trompe ici. C'est que c'est... Ah oui, je me trompe complètement. Oh là 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 là. Donc on va dire que c'est lui qui s'est déplacé ici. Excusez-moi pour la bévue. Donc c'est bien ce joueur-là qui se déplace ici. Donc, qui fait le move, qui fait l'explore. J'étais parti sur l'autre personnage. En faisant l'exploration ici, ça laisse le temps et à ce héros, parce qu'il me reste encore 2 actions, de se déplacer et d'attaquer, également à ce héros-là. Donc là, on est tombé sur des ressources. Donc les ressources, on va refaire une tentative pour récupérer des ressources. Ah, marqueur d'intention, pas bon. Bon, on va insister pour essayer de choper du bois quand même. Un bois. C'est pas extraordinaire. L'intérêt ici, c'est qu'on n'est pas loin de la cité des dieux, des rois, et donc on pourra revenir pour remettre nos récoltes. Et on a les 3 types de ressources, ce qui est plutôt coup de chance. Et on pourrait peut-être s'amuser à tourner comme ça d'ailleurs. Ah oui, donc j'ai dépensé mes deux actions de boulot. Le déplacement, l'exploration et de work avec un marqueur comme ça. Je passe au joueur suivant. Donc là, je vais peut-être comme faire bouger Viliria ou la faire explorer. J'explore avec Viliria, donc j'explore cette tuile-là. Ah, je tombe sur des ressources. C'est du lin, ici. Mais Viliria, elle ne récolte pas le lin, hein, elle laisse ça aux ouvriers. Ça veut dire qu'elle va pouvoir faire un déplacement. Et on va se déplacer ici. Ensuite, je vais
essayer de récolter du minerai. Un minerai. On va y aller tranquille, lui il y va tranquille, hein, minerai. Et bah, je vais encore essayer de récolter du minerai. Oh, un marqueur d'attention. Oh, c'est pas grave en soi, hein. Tant qu'il n'y en a pas 4 sur une tuile, c'est pas dramatique. Donc là j'ai perdu un peu de temps, mais voilà. Fin du tour, on arrive ici, on n'a toujours pas résolu l'histoire, on avance. Bon, peut-être que je me dépêche. Ce que je voulais essayer de faire, c'est éventuellement trouver un monstre à taper pour monter en niveau. Mais ça attendra peut-être. En attendant, on récolte pas mal de ressources. Donc ça veut dire qu'on aura des ressources ici. Si je trouve le magasin, s'il y en a un, ça me permettra de m'équiper. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que dans le magasin, on n'ait que des cartes équipement que l'on ne peut pas obtenir. Si on a des cartes équipement Arms et Aide, et qu'on n'est pas encore au niveau, ce ne sera pas la solution pour s'améliorer. Donc, on revient à mon personnage ici. On récolte les marqueurs. Donc ici, j'ai mon ouvrier qui a déjà 4 ressources. Mais il va retenter d'en gagner une. Donc c'est un bois, pas aller loin. Et ensuite, il va se déplacer. Ensuite, mon héros, il va se déplacer de 2, donc 1, 2. Et il va faire une exploration. Alors je fais l'exploration, parce que même s'il y a une créature, et c'est pas le cas, j'ai que des ressources, du poisson, du bon poisson. Je passe à mon autre héros, qui n'a pas de monstre non plus, qui elle va faire une exploration. Alors par contre, si je fais une exploration qui a un monstre dessus, je vais faire un déplacement avec lui, je vais faire un travail avec lui, 2 ressources de type poisson. Non, de type bois. Je suis à la scierie plutôt. Hop. Et enfin, alors là, ce que j'ai dit que je n'allais pas faire tout à l'heure, c'était faire le... Soit je m'occupe que de mon ouvrier, soit je me déplace quand même de... Pour me déplacer demain, il faut que je fasse une exploration d'abord. Donc je vais faire une exploration. Et comme ça, si je me déplace, je pourrais me déplacer de 2 cases et partir de... et me mettre à l'abri, en fait. Donc, exploration. Ah, les étables. Donc les étables n'ont rien de particulier, sauf que si je me déplace de 2, je peux faire par exemple 1, 2. Ou quand je suis sur la Cité des Rois, 1, 2. C'est un lien, c'est un raccourci entre l'étable et la Cité des Rois et qui est plutôt bien placé. Donc ça c'est mon exploration. Ensuite je fais un déplacement. Donc par contre je vais me déplacer ici. Ou plutôt ici d'ailleurs. Non, c'est pas une bonne idée. Ici c'est mieux. Alors, ensuite, c'est la fin du tour. On est déjà à la moitié de la journée. Toujours pas de monstre, toujours rien. On récupère nos marqueurs. Donc pour l'instant, ça vous paraît peut-être plat. Mais je pense que vous voyez déjà quand même pas mal les actions qu'on peut faire. J'ai pas rencontré de créature, donc forcément, c'est pas trop mouvementé, il n'y a pas trop la pression. Maintenant, je ne sais pas, vous voyez que j'ai que 2 en espoir. Ici, c'est pas une récompense d'espoir que j'ai à la fin du chapitre. C'est d'expérience en plus. Enfin, d'expérience. C'est un niveau de stats en plus. Et je ne sais pas ce qui se passe. J'ai pas encore fait l'histoire. Je ne sais pas ce qui se passe au chapitre 2. Donc, ça se trouve, la suite va nous révéler des surprises. Donc là, on va arriver sûrement à la forêt Méliane. J'ai passé un peu de temps, mais au moins j'ai des ressources. Et si jamais j'arrive à avoir de l'équipement à un moment, j'aurai de quoi le payer. Et j'ai profité d'être tout prêt pour le faire.
Donc la première chose que je vais faire, c'est faire un déplacement avec mon ouvrier ici. Ça veut dire que mes ressources, elles arrivent dans la cité des rois. Donc les 2 bois et les 3 poissons, je vais remettre ça, arrivent dans la cité des rois. Donc 2 bois, 3 poissons. Donc 3 poissons, vous voyez que je mets sur l'indicateur 3 le poisson et sur le 2 le bois. Le reste c'est rangé. Ça sert à rien de le garder. Ensuite, je peux refaire un move. Donc je vais redéplacer mon ouvrier. Je vais le remettre ici. Et rechercher du poisson. Alors, ensuite, je vais déplacer mon nain ici et faire une exploration ou pas. Alors, c'est pas bon de faire une exploration là. Ah non, je vais me déplacer ici, je vais faire l'exploration ici. J'explore la tuile sur laquelle je me trouve avec l'elfe. Et là, on tombe encore sur des ressources, décidément. Alors moi, je suis surpris, parce qu'il n'y a pas de créature. Maintenant, peut-être qu'en fonction des tuiles que j'ai pris et du setup du jeu, c'est normal. Et que c'était une carte qui n'est pas risquée. Donc effectivement, que la deuxième fois que vous faites un scénario dans lequel vous savez que le fait d'avoir une créature est très faible, la stat pour avoir une créature est très faible, bah vous y allez plus facilement et vous faites peut-être directement le voyage jusqu'à la forêt Mélia. Donc j'ai fait l'exploration. Ça va permettre maintenant à l'elfe de pouvoir se déplacer, parce que je vais pouvoir avancer sur une tuile inexplorée, ça j'ai le droit, et faire ça, j'ai le droit aussi. Donc on va se déplacer ici. Et pendant ce temps-là, notre ouvrier va essayer de récolter encore du bois. Donc je lance un dé et j'obtiens, ah non, un signe d'attention. Et ensuite je vais faire 2 déplacements. Ah non, je vais en faire... Pourquoi j'ai mis un move dessus? J'étais déjà sur le bois, pourquoi j'ai pas fait le move? Ah oui, non, le move, c'est elle qui l'a fait. Je me suis trompé. Je me suis trompé dans le marqueur. Le move, c'est le héros. Et donc là, je fais un deuxième move pour arriver ici. Fin du tour. On arrive au tour suivant. Cette fois-ci, l'histoire avance. Pourquoi? Parce que j'ai au moins un des personnages qui se trouve à la forêt Méliane. On obtient la récompense. La récompense, c'est qu'on a une stat en plus. Je vais augmenter les points de vie max de mes 2 personnages. Alors pourquoi je le fais? Parce que plus on avance, plus les monstres, et là je commence au niveau 3, je me rappelle plus ce qu'il a le niveau 3, mais plus les monstres ont des capacités de réflexion, donc ils vous renvoient des dégâts à chaque fois que vous les attaquez. Et pour pouvoir faire une attaque, ou pour pouvoir recevoir des dégâts, et éventuellement prendre une attaque juste derrière au tour d'après, il vaut mieux avoir un peu de points de vie. Donc j'ai fait ma reward, et je passe au chapitre 2, qui me dit « Ah, la forêt Méliane, qu'est-ce qui se passe ?» Alors là, c'est très simple, c'est qu'on a rejoint la forêt Méliane, et qu'effectivement, on peut soigner tous les gens qu'on a emmenés avec nous, mais qu'il va falloir avoir des ressources pour ça. Et donc, avoir des ressources, ça va être l'objet de notre chapitre 2. Donc là, on nous dit que, dans le setup, on bouge tous les personnages directement à la forêt Méliane, donc lui, qui n'était pas, mais maintenant il y est, et que l'objectif est de rapporter 30 bois ici, c'est-à-dire qu'on a 30 en niveau de bois, on en est à 2 là pour l'instant, hein. Il faut 30 niveaux de bois dans la Old Barn. Et que la récompense ici, ce sera de gagner One Hope. Ça veut dire qu'on remontera le niveau. Et bien là, ça va être chaud quand même, hein. Et là, il va falloir qu'on qu'on s'active pour trouver du bois. Alors, dans la forêt, il y en a du bois. On a l'étable qui est ici. Je ne sais pas si ça va nous aider.
En plus, je sais même pas si les ouvriers peuvent prendre le chemin de l'étable. Donc évidemment, si on exploite beaucoup la forêt, enfin, oui, la forêt des chênes, le bois des chênes, on a des risques d'attirer l'attention aussi. Hein. Bon, 30 bois. 30 bois, 30 bois. Alors même si le chapitre nous indique qu'il faut récolter du bois, il faut quand même pas oublier de pouvoir éventuellement faire un level up, grinder un peu les héros. Parce que si le chapitre 3, ça vient à subir une attaque ou aller attaquer quelqu'un, il faut être préparé quand même. Donc là, 30 bois déjà, s'il faut qu'on les récolte, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser de bois, ou très peu, pour des équipements si on devait en trouver. Ça peut être ennuyeux. Donc on a résolu l'histoire, mais on avance quand même de 1. Hop. Et maintenant, donc il nous reste quoi finalement pour pas perdre, parce qu'on est toujours au niveau 2 en espoir, c'est qu'il va nous rester 1, 2 tours, et puis ensuite 3, 4, 5, 6, 7 tours. Il faut qu'on le fasse en 7 tours. Joie et bonheur. Alors, mais c'est peut-être qu'il faut qu'on explore pour avoir d'autres bois à côté. Donc je vais me déplacer mon worker 1. Je vais le déplacer ici. Je vais faire 2 actions de work. Et ça veut dire que, finalement, si j'avais su ça avant... La fois où vous allez refaire ce scénario-là, forcément, quand vous allez savoir que le chapitre 2, c'est pour récolter du bois, plutôt que d'augmenter une caractéristique de personnage par rapport au point de vie, ce sera augmenter le nombre de dés qu'on va avoir, la valeur pour miner ou récolter des ouvriers. Parce qu'à ce moment-là, au lieu de lancer qu'un seul dé, on en lance 2. Et ça change tout. Mais ça veut aussi dire que si j'avais gagné 3 points d'expérience, je pourrais faire ça aussi. Alors là, je fais 2 actions de work, je vais lancer les 2 dés pour les 2 actions. Et j'obtiens 3 bois. Ensuite, je vais déplacer mon héros. Je vais le déplacer ici. Personnage suivant, Viliria. Alors, ici on a dit qu'on ferait un move. Non, je vais d'abord faire un work pour récupérer peut-être du poisson. Est-ce que c'est utile? Je vais essayer de récupérer du poisson d'abord. Il faut que je relance. Voilà. J'ai perdu le marqueur. Et le suivant, il m'a dit 2 poissons. Donc 2 poissons, j'avais déjà 4 ressources, j'en ai 6, donc je pourrais pas en avoir plus. Ensuite, je me déplace ici. J'augmente les stocks de la cité des rois, donc 2 poissons en plus, ça nous fait 5. 2 bois en plus, ça nous fait 4. Et 2 pierres, on arrive à 2 en pierre. Enfin, en minerai. En caillasse. Et ensuite, je vais faire un déplacement de Viliria. Je vais le faire ici plutôt. Est-ce que je vais faire un déplacement en fait? Est-ce qu'il y a un intérêt? Je vais plutôt refaire un move avec mon worker. Et ensuite un déplacement avec Viliria. Je vais mettre ici. Fin du tour. Histoire, on n'est pas encore, on est très loin des 32 bois. J'augmente ça. Je récupère mes marqueurs. Donc effectivement, l'histoire numéro 1, elle serait déjà plus dans le combat, elle est plus orientée combat, et puis c'est surtout une histoire qui vous permet d'essayer de faire de l'équilibrage sur vos personnages par rapport au combat qui arrive. Il y a plus de découvertes de monstres que dans ce scénario-là. Mais j'espère que ça va évoluer après. Pas que je veux faire du combat absolument, mais ça vous permettra de voir un peu les mécaniques.
Alors, on en était où? C'est à lui de jouer. Lui, il a déjà 3 de bois. Il va refaire work. Ah, un marqueur d'attention. Alors là, on en a 3. Donc un troisième, ça veut dire qu'on aura une créature. On va refaire un work. On récupère un bois. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais explorer avec mon nain. On a encore de la ressource ici. Décidément. Et du coup, je vais me déplacer avec mon worker. Je vais me mettre ici. Alors, c'est vrai que le bois, il est juste... C'est dommage qu'il ne soit pas plus à côté de la cité. Ensuite, à mon autre personnage, on se déplace. Ici, on fait 2 actions pour récolter du bois. Donc, c'est-à-dire 2, on a 2 fois plus de chances de faire apparaître une créature. Ah oui, donc je vais d'abord faire la première. 3 bois. Jusque-là, ça va. Et une deuxième action. Ouais. Si je fais une deuxième action et qu'il y a un monstre ici, le monstre il risque de pouvoir me taper elle. J'ai encore une action pour me déplacer, donc c'est pas très grave. 2 bois. Donc ça c'est l'action qui est là. 2 bois en plus. Après, on va se déplacer pour se rapprocher de la cité des rois. Fin du tour, on avance là. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Midnight, donc minuit, on perd un espoir. Et ça veut dire qu'il ne va plus nous rester grand-chose pour faire 30 quand même. On enlève 1 de chaque tuile, il y en a au moins 1. Donc ça fait un peu baisser le niveau. Attention. Et puis on repart pour un nouveau tour. Hein. Donc il va falloir que je trouve quand même un monstre à baffer pour gagner de l'expérience, pour améliorer les caractéristiques des gus là. Au moins le déplacement, se déplacer de 2 ce serait utile. Et se déplacer de... Alors soit le déplacement, soit je sais pas quoi. Soit ce qu'on récupère comme ressource. Alors, on va bouger. On va faire... On va se mettre ici. On va faire un explore. Ah! Une créature avec donc... On va voir sa barre d'habilité, mais il y aura une capacité verte en plus. Voilà le moment que tout le monde attendait. Donc la créature de niveau 3, qui est la première créature qu'on récupère. Hop, voilà son niveau. 8 points de vie. 2 capacités, donc plus une troisième à cause de la tuile. Elle se soigne de 1 en début de son tour. Elle attaque de 1. Elle attaque tout le monde de 1. À une distance de 2. Et elle nous fera gagner 2 XP. Donc je place la créature qui est près du nain. Hop. Enfin, je dis que c'est un nain, mais en fait, ça ressemble pas à un nain. Je sais pas pourquoi je dis que c'est un nain. Il ressemblait à un nain à cause de l'armure, je pense. On place un petit cube rouge pour signaler qu'il a 8 points de vie. Hop. On tire les capacités spéciales donc dans le sac facile. Donc les 2 plus 1, donc 3 à prendre. Et on va découvrir ce qu'il a. Alors, on a le move en 84, Airy Hall, bah c'est ce que j'avais tout à l'heure, et un patrol. Donc que des capacités spéciales, donc il n'y a rien qui vient modifier son combat ou sa défense. Il n'a pas de défense. Si vous voulez une explication, Airy Hall, donc qu'est-ce qu'il va faire en premier quand il aura activé, quand il aura fait son attaque? Donc c'est là où on prend la petite référence et on cherche. Or Airy Hall par contre,
c'est une habilité de l'extension, d'une des extensions. Donc c'est tous les héros à portée, donc à portée mais en orthogonale hein, évidemment, se déplacent sur la tuile la plus proche et qui soit en dehors du range de la créature. Alors déjà par contre il faut que je place son... Ah bah si ça va arriver de toute façon ça en plus. J'ai choisi le même marqueur, donc c'est ici. Je sais pas si on le voit bien le marqueur. Ouais. Donc ça sera seulement à son activation, et il ne va pas s'activer tout de suite, il s'activera qu'au tour prochain. 8 points de dégâts, je pense qu'on n'arrivera pas à le faire rapidement. Le move, le déplacement, il va se déplacer, je crois, c'est pas le tracking. Alors non, donc le déplacement, la capacité move, on tirera une carte de déplacement et la créature se déplacera. Donc on ne sait pas où est-ce qu'elle va se déplacer. Et enfin le patrol. Patrol, je sais pas si c'est un nouveau, c'est aussi d'une extension. Vous voyez qu'avec l'extension, ça rajoute des capacités aux créatures, ça les fait varier encore un peu plus. Ah donc la créature se déplacera, donc ça fera 2 déplacements finalement, de une tuile en fonction de l'orientation du time tracker. Donc là, une tuile vers le haut quand c'est dans cette partie-là, quand c'est ici, vers le bas quand c'est ici, vers la gauche quand c'est ici, vers la droite quand c'est ici. Donc ça veut dire qu'au prochain tour, elle ira vers la droite plutôt. Mais après avoir fait le déplacement aléatoire, donc on verra bien ce qui se passe. En attendant, donc la pause des procédures est arrivée, je continue mon tour. Il n'y a pas d'impact. En fait, on considère que les zones... Je peux très bien me déplacer où je veux, je ne suis pas bloqué par la créature. Les tuiles sont des tuiles de région, donc on n'est pas forcément juste à côté de la créature. Mais dans cette région, il y a une créature. Alors... Mais par contre, on peut quand même l'attaquer. Donc justement, celui qui a 2 en attaque, il pourrait faire ses 2 attaques et rester là. De toute façon, il a déjà fait son déplacement, donc il ne pourra pas se déplacer ailleurs. Donc il va être un peu gêné par la créature. Il va sûrement se faire baffer par la créature de 2 points. Bon, ça arrive. Et donc il va en profiter quand même pour faire ses 2 attaques. Ou alors je déplace mon worker, peut-être. Alors le worker n'a rien à craindre de la créature. Sauf si la créature se déplace sur lui. À ce moment-là, elle va l'emprisonner et le bloquer, il ne pourra plus se déplacer, il ne pourra plus rien faire. Mais si je l'attaque 2 fois, la créature va prendre 4 points de vie, et c'est quand même pas mal. Ah, sachant que non, en plus 4 points de vie, j'ai un bonus sur mes 2 attaques. Donc sur ma première attaque, pour chaque attaque, j'ai un bonus de 1 dé de chance. Donc on va faire la première attaque, on va voir comment ça se passe. Première attaque, je vais lui faire 2 points de dégâts, parce que c'est mon niveau d'attaque, plus 1 dé de chance, qui va obtenir 50%. Donc 50% de 2, c'est 1. Donc je lui fais 3 points de dégâts. Donc je passe de 8 à 5. Du coup, je vais insister, je vais faire une deuxième attaque. Et cette fois, j'obtiens les 2 trèfles, ce qui fait que j'ai 2 plus 2, 4 dégâts. Donc il est à 1 point de vie, le Gus. Et ça, c'est pas mal. Parce que ensuite, j'ai mon personnage là qui va s'activer, et on va pouvoir le terminer. Et c'est justement à lui de jouer. Donc la première chose qu'on va faire, c'est se déplacer à portée, parce que mes personnages ont 1 en portée. Hein. Donc lui, il était sur la même tuile, ça va. Mais là, en me déplaçant, je vais me mettre ici. Je vais ensuite faire une attaque. Mon attaque, elle est de 1, mais j'ai aussi un dé de chance. Donc je lance mon dé de chance, et j'obtiens 50%. Donc 50% de 1, c'est 0,5, j'arrondis au-dessus, ça fait 1 en plus. Ça veut dire que je fais 2 de dégâts. Et 2 de dégâts, c'est suffisant pour le tuer avant qu'il ait agi. Et tout le jeu, au niveau des créatures, de ce qui va se passer, ça va être soit d'éviter les créatures au maximum pour ne pas être dans leur champ de vision ou dans leur périmètre d'attaque, donc soit en distance, et donc le plus souvent se mettre dans les angles, enfin dans les diagonales, et de réussir à les attaquer avant qu'elles puissent s'activer ou de terminer une activation, ou de prendre qu'une seule activation, et le terminer, lui faire des dégâts avant qu'elle puisse refaire une deuxième activation. Donc là, c'est le cas, avec ma première attaque. Donc si jamais j'avais fait ça, ça n'aurait pas marché, hein. J'aurais fait qu'un seul dégât et ça n'aurait pas fonctionné.
Mais là, on a éliminé la créature. Donc les capacités spéciales, je les renvoie dans le sac. Donc vous n'avez pas vu d'attaque de créature, hein, je vous garde le suspense pour la prochaine fois. Généralement, quand elles attaquent et qu'elles sont à haut niveau, ça commence à faire mal. J'élimine la barre de stats, elle est éliminée, et je note quand même que je vais gagner 2 XP. Donc 2 XP, j'augmente 1, 2. Là, le marqueur, il est sur un disque jaune, enfin sur un disque. Donc un disque de skill, de compétences. Ça, c'est défaussé. Et donc un disque de compétences, donc je vais pouvoir mettre un skill en plus, et souvent ça va être la première, celle qui est tout en bas. C'est du range, donc de toute façon, on va choisir le côté où on se met. Je vais me mettre ici, non, ici, donc le jaune pour elle. Et là, c'est pareil, je vais mettre ici. Donc les compétences, puisqu'on va bientôt arriver sur les compétences, elles nécessitent malgré tout, alors parfois des compétences passives. Donc les compétences passives, elles ont un effet qui est passif, et donc on n'a pas besoin de faire d'action pour l'avoir. Par exemple, lui, mon Pit Fighter, quand je suis sur une tuile de type mine, j'ai plus 3 en attaque. Et c'est automatique, c'est systématique. Donc toutes mes attaques auront plus 3 si je me trouve sur une mine. Donc les mines, c'est là où on a du minerai, hein, forcément. Une mine de bois, ça n'a aucun sens. Et par contre, il y en a d'autres qui vont nécessiter qu'on place un marqueur d'action, donc qui n'aura pas été utilisé pendant notre tour, ou qui sera utilisé si c'est une action qui est pendant notre tour, mais qu'on place le marqueur action là où c'est indiqué. Donc parfois c'est marqué special, marqué attaque, donc c'est-à-dire que la compétence est liée à l'attaque, le soin et ainsi de suite. Parfois ça va être des compétences que vous pourrez utiliser n'importe quand. Donc par exemple au moment de l'attaque d'un adversaire. À ce moment-là, il faudra quand même avoir un marqueur de disponible, une action disponible pour pouvoir l'utiliser. Mais à ce moment-là, donc vous pourrez les garder de côté, vous n'êtes pas obligé de dépenser vos 4 actions. Donc on a placé ça, et on va faire augmenter le curseur de distance de 1, puisque c'est ce qu'on a fait en mettant un petit marqueur ici. Donc là, c'est pas directement une compétence, mais on est obligé de passer par là pour atteindre la première compétence qui se trouve ici. Pour atteindre celle qui est juste au-dessus, il faut qu'on passe un curseur ici. Et donc un range de 1. Donc on est toujours à distance de 1. Ici, pour augmenter la distance d'attaque et de soin, c'est 1, 1, 2, 2, et le dernier c'est 3. Enfin, pas le dernier, mais 3, 3, 4, 4, 4, 5. On peut aller jusqu'à 5 maximum. Alors, il me reste 2 actions quand même. Donc on a éliminé le marqueur ici. Il n'y a plus de monstre. Donc ça veut dire qu'à son tour à lui, il n'y aura pas de monstre, sauf si on en révèle un maintenant, mais ce sera sur ce personnage-là. Mais à son tour, il n'y aura aucun monstre qui va s'activer. Donc on va peut-être faire jouer quand même nos workers. Hop, un ici. Donc j'ai pas pu augmenter les attributs des workers, puisque c'était du skill, donc c'est pas de chance. Par contre, si je gagne un point d'expérience, par exemple, une reward ou n'importe quoi, à ce moment-là, je pourrais augmenter un des attributs des workers. Et donc je fais un work pour récupérer du bois. 2 bois. Ah oui, non, mais j'ai déjà plein de bois, moi. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, donc j'en récupère qu'un. Je sais pas si j'ai bien fait. Ah oui, j'étais déjà parti pour rentrer, en fait. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. J'aurais dû faire un move pour revenir ici. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça. Donc, la fin du tour. Story, on n'est toujours pas à 30 bois. On avance de 1. Il n'y a rien à changer. On récupère nos marqueurs. Il n'y a pas de créature à activer. Et c'est reparti pour un nouveau tour. Je m'arrête là pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour la suite du chapitre 2, Mélian. Méliane, comme vous voulez. Donc vous avez pu voir un combat. Vous avez pu voir comment on récupère des ressources avec les dés qui sont ici. Comment on augmente les personnages, donc on sait qu'on a des compétences qui vont arriver ici. Et on verra à la suite de l'aventure ce qui se passera. Ciao, ciao, à la prochaine!